Le 2 novembre 2025, le Burkina Faso a changé de ton. Au lieu d'un recueillement attendu, Ibrahim Traoré transforme la commémoration en promesse de rupture sociale, en visant frontalement les mécanismes qui banalisent les violences faites aux femmes et les inégalités. Dans les heures suivantes, radios régionales et réseaux communautaires du Sahel relaient ces extraits avec une intensité rare. Alors une question se pose. Pourquoi ce simple discours déclenche-t-il une réaction si rapide et que dit-il de la dignité collective ? Si ce signal tient, l'équilibre social pourrait se déplacer durablement, bien au-delà d'une allocution officielle. La promesse portée ce 2 novembre ne se limite pas à un geste symbolique. Elle engage le Burkina Faso dans une remise en cause de normes sociales anciennes, longtemps considérées comme intangibles. Le bénéfice annoncé est clair, restaurer la dignité humaine par l'égalité et la protection des plus vulnérables. Mais le coût potentiel est élevé. Dans une société marquée par des traditions profondément enracinées, toute rupture rapide peut provoquer résistance, incompréhension et tension durable. En choisissant d'inscrire les violences faites aux femmes au cœur du débat national, Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement à l'État, mais à chaque communauté, chaque famille, chaque autorité locale. L'enjeu dépasse la politique publique. Il touche à la capacité collective d'accepter le changement sans fracturer la cohésion sociale et à la question suivante, jusqu'où un pays est-il prêt à aller pour transformer ses fondations culturelles ? Dans les heures qui ont suivi l'allocution, un signal a surpris les observateurs. Pour la première fois depuis longtemps, plusieurs radios régionales ont consacré l'intégralité de leurs journaux aux paroles du chef de l'État. Cette réaction quasi immédiate indique que le message d'Ibrahim Traoré a touché un nerf sensible, bien au-delà des cercles politiques habituels. En quelques heures seulement, un discours prévu pour une journée commémorative est devenu un sujet central de conversation nationale. Ce basculement rapide ne s'explique pas uniquement par la forme du discours, mais par la lucidité du diagnostic posé. Plutôt que de se limiter à une dénonciation morale, Ibrahim Traoré a mis en lumière les mécanismes structurels qui maintiennent la violence faite aux femmes et les inégalités sociales. Il a désigné les traditions patriarcales non comme des fatalités culturelles, mais comme des constructions sociales qui peuvent être transformées. Ce déplacement du regard a permis à de nombreux auditeurs de reconnaître des réalités vécues mais rarement nommées publiquement. Le contexte historique du Burkina Faso rend cette prise de parole particulièrement significative. Depuis des décennies, de larges zones rurales ont été façonnées par l'isolement, la fermeture d'écoles et un accès limité aux soins, créant un environnement où les femmes occupaient souvent un rôle silencieux et contraint. Les crises successives ont renforcé l'idée que le changement social profond était hors de portée. Dans ce cadre, la parole présidentielle agit comme une brèche dans un système perçu comme immuable. Ce qui distingue cet épisode, c'est aussi la manière dont la société s'en est emparée. Dans les réseaux communautaires du Sahel, des extraits du discours circulent dans des espaces où ces sujets étaient jusque-là évités. Cette diffusion horizontale révèle une attente latente, celle d'un langage politique capable de relier dignité individuelle et projet collectif. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un dirigeant en fonction, mais comme le catalyseur d'un réveil social, encore fragile, mais déjà perceptible dans les réactions du pays. Ibrahim Traoré n'entre pas dans cette séquence comme un président distant, mais comme une figure façonnée par la crise et le terrain. Ancien militaire propulsé au pouvoir dans un contexte d'instabilité, il s'est construit une autorité fondée sur la proximité avec les réalités quotidiennes, plutôt que sur les codes politiques classiques. Cette posture explique en partie pourquoi son discours a trouvé un écho immédiat auprès de populations souvent méfiantes à l'égard des annonces officielles. Le message n'a pas été perçu comme abstrait, mais comme relié à des expériences concrètes déjà vécues. Les premiers effets apparaissent dès le lendemain. À Waïgouya, des enseignants organisent spontanément des cercles de parole dans les lycées, offrant aux jeunes filles un espace inédit pour évoquer publiquement la violence domestique et les mariages forcés. Ces échanges, encore modestes, rompent avec un silence ancien et signalent pendant une modification du climat social à l'échelle locale. Dans plusieurs villages du Sahel,
Des associations communautaires relaient à leur tour les propos présidentiels, parfois traduits et commentés collectivement. Ces initiatives ne résultent pas d'une directive administrative, mais d'une appropriation par la société civile. Elles montrent que le discours agit comme un déclencheur plutôt que comme une solution clé en main. Le rôle d'Ibrahim Traoré se transforme alors. Il n'est plus seulement l'émetteur d'un message politique, mais le point de départ d'actions décentralisées, imprévisibles et parfois fragiles. Le changement reste limité et inégal selon les régions, mais un signal est envoyé. La parole officielle a cessé d'être isolée. Elle commence à circuler, à être discutée et surtout à produire des effets visibles sur le terrain, même à petite échelle. Tout commence par une rupture de cadre. Le 2 novembre, ce qui devait rester une journée de commémoration se transforme en moment politique actif. Le discours d'Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur, non parce qu'il annonce une loi précise, mais parce qu'il repositionne un enjeu longtemps marginalisé au centre de la scène nationale. En quelques phrases, la question des violences faites aux femmes cesse d'être un sujet périphérique pour devenir un test de cohérence morale et sociale pour le pays tout entier. Cette activation est immédiate, presque brutale, et elle rompt avec le rythme habituel des annonces officielles. La montée en intensité survient dans les heures qui suivent. Les radios régionales diffusent en boucle les extraits du discours, modifiant leur programmation habituelle. Dans un pays souvent décrit comme réservé sur les sujets socio-sensibles, cette saturation médiatique constitue un signal fort. Elle indique que le message a franchi un seuil symbolique. Il n'est plus seulement écouté, il est repris, commenté et discuté. Sur les réseaux communautaires du Sahel, des fragments du discours circulent rapidement, parfois accompagnés de débats locaux improvisés. Le centre de gravité de la discussion se déplace, quittant les cercles politiques pour entrer dans les foyers, les écoles et les espaces communautaires. Le point culminant de cette séquence apparaît lorsque les paroles commencent à se traduire en gestes concrets. Dès le lendemain, des initiatives locales émergent sans coordination centrale. Des enseignants ouvrent des espaces de parole, des associations communautaires organisent des réunions et des leaders locaux reprennent le thème de la dignité féminine dans leurs échanges publics. Cette effervescence ne signifie pas une adhésion totale, mais elle marque un basculement. Le silence n'est plus la norme. Le discours agit comme un catalyseur, accélérant des dynamiques latentes qui attendaient un signal de légitimation. Viennent ensuite les premières ondes de choc institutionnel. Les ministères de l'éducation et de la santé annoncent des mesures ciblées, notamment l'ouverture de nouvelles écoles et de centres de santé, ainsi que des programmes de sensibilisation. Ces annonces donnent une matérialité au message présidentiel et renforcent l'idée que la parole n'était pas purement symbolique. Pour beaucoup, c'est à ce moment précis que la crédibilité de l'engagement d'Ibrahim Traoré commence à se jouer, dans la capacité à passer du discours à l'action visible. Enfin, les répliques apparaissent. Des voix conservatrices s'élèvent, exprimant des craintes de déstabilisation sociale et de rupture avec les traditions. Chefs coutumiers et responsables religieux manifestent leurs réserves, rappelant que le changement social rapide comporte des risques. Cette résistance, loin d'annuler la dynamique, en souligne la portée. Le pays entre dans une phase de tension contrôlée où promesses de transformation et attachement aux structures existantes s'affrontent ouvertement. La séquence est désormais lancée et ses effets continuent de se propager bien au-delà du discours initial. Le passage du discours aux résultats mesurables constitue un test décisif. Dans les mois qui suivent, 3 indicateurs chiffrés permettent d'observer une évolution concrète, sans prétendre épuiser la complexité du terrain. Le premier concerne l'éducation. Entre 2025 et 2026, l'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales augmente de 25%. Rapporté à un contexte où l'abandon scolaire féminin était la norme, ce chiffre marque une rupture nette avec la tendance antérieure. Il suggère que le signal politique a modifié certaines décisions familiales, en rendant l'éducation des filles socialement plus légitime. Ce pourcentage ne signifie pas une égalité atteinte, mais un déplacement du point de départ. Avant cette période, l'accès au secondaire en zone rurale était limité par la distance, le coût et la perception culturelle de l'utilité des études pour les filles. La hausse observée
indiquent que ces freins ne disparaissent pas, mais qu'ils commencent à être contournés. Des bourses ciblées, l'ouverture de nouveaux établissements et un discours politique cohérent ont créé un environnement où l'inscription devient envisageable, là où elle était auparavant exclue. Le deuxième indicateur concerne la santé. En 2027, la mortalité maternelle recule de 18%. Ce delta s'explique par l'ouverture de centres de santé supplémentaires et par la formation accélérée de sages-femmes dans des régions jusque-là sous-desservies. Pris isolément, ce chiffre reste partiel. Mis en perspective, il signale une amélioration de l'accès aux soins prénatals et aux accouchements médicalisés dans un pays où la distance et le manque d'infrastructures constituaient des obstacles majeurs. La baisse n'implique pas la fin du risque, mais elle traduit un changement mesurable dans la capacité du système de santé à atteindre les populations rurales. Le troisième indicateur touche à l'économie. Entre 2026 et 2028, plus de 50 000 femmes trouvent un emploi dans des usines de transformation nouvellement créées. Cette donnée dépasse la seule création d'emplois. Elle modifie la structure économique locale en injectant des revenus réguliers dans des zones rurales auparavant marginalisées. L'effet est double. À court terme, il stimule la consommation locale. À moyen terme, il confère aux femmes une autonomie financière qui influe sur les rapports familiaux et communautaires. Ces trois chiffres fonctionnent comme un ensemble cohérent. L'éducation prépare l'accès à l'emploi, la santé sécurise la participation économique. L'emploi renforce la légitimité sociale de l'investissement éducatif. Le passage de la baseline au delta ne réside donc pas dans un indicateur isolé, mais dans leur articulation. C'est à ce niveau que l'action d'Ibrahim Traoré prend une dimension systémique, en reliant des politiques sectorielles à une transformation sociale plus large. Cependant, ces données ne constituent qu'une photographie partielle. Elles montrent une dynamique en cours, non une victoire acquise. Les disparités régionales demeurent fortes et la durabilité de ces progrès dépendra de leur consolidation dans le temps. La question centrale n'est donc plus de savoir si un changement a commencé, mais s'il peut être maintenu et étendu sans s'essouffler face aux contraintes structurelles du pays. Les réformes impulsées après le discours du 2 novembre ne font pas l'unanimité et leurs critiques méritent d'être prises au sérieux. Le premier argument avancé par les opposants est celui du rythme. Selon eux, une transformation sociale aussi rapide risque de heurter des traditions profondément enracinées, en particulier dans les zones rurales. Ils estiment que l'introduction frontale de l'égalité de genre peut provoquer des résistances durables, voire des ruptures au sein des communautés, fragilisant une cohésion sociale déjà mise à l'épreuve par les crises sécuritaires et économiques. Dans cette lecture, la stabilité prime sur la vitesse du changement. Un second argument concerne la légitimité culturelle. Des chefs coutumiers et des responsables religieux soutiennent que certaines réformes, bien qu'animées de bonnes intentions, sont perçues comme des modèles importés, insuffisamment adaptés aux réalités locales. Ils craignent qu'en redéfinissant trop vite les rôles sociaux, l'État n'affaiblisse les mécanismes traditionnels de régulation sociale, qui jouent encore un rôle central dans de nombreuses régions. Pour ces acteurs, la modernisation doit passer par une évolution interne des normes, et non par une impulsion politique descendante. Ces objections soulignent des risques réels. Toutefois, les données disponibles permettent de nuancer ces craintes. Les indicateurs éducatifs, sanitaires et économiques montrent que les réformes n'ont pas provoqué de désengagement massif, mais au contraire une participation accrue de certains groupes traditionnellement marginalisés. L'augmentation de la scolarisation des filles et la baisse de la mortalité maternelle suggèrent que les communautés ne rejettent pas en bloc les changements proposés lorsqu'ils répondent à des besoins concrets et immédiats. Les initiatives locales observées après le discours indiquent également que l'appropriation peut être horizontale et non uniquement imposée par le sommet. La position d'Ibrahim Traoré se situe précisément dans cet équilibre fragile. Plutôt que d'effacer les structures existantes, il cherche à les reconfigurer en intégrant la dignité humaine comme principe central. Le débat ne se réduit donc pas à une opposition entre tradition et modernité, mais à une question de méthode. Comment accompagner le changement sans rompre les liens sociaux qui assurent la résilience des communautés ? À ce stade, les réformes apparaissent moins comme une rupture brutale que comme une tension contrôlée
dont l'issue dépendra de la capacité à maintenir le dialogue et l'adaptation progressive. Le véritable basculement intervient lorsque les paroles cessent d'être seulement sociales pour entrer dans le champ institutionnel. Peu après la séquence initiale, le gouvernement annonce la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec les Nations Unies. Ce choix marque un changement d'échelle. Le sujet n'est plus uniquement porté par des initiatives locales ou des ministères sectoriels, mais inscrit dans un cadre formel, mesurable et exposé au regard international. Cette institutionnalisation modifie la dynamique du débat. D'un côté, elle renforce la crédibilité de l'engagement présidentiel en montrant que le discours s'accompagne de structures durables. De l'autre, elle accroît la visibilité des réformes, ce qui intensifie mécaniquement les résistances. Les acteurs conservateurs comprennent alors que le mouvement ne relève plus d'un moment rhétorique, mais d'une trajectoire appelée à se prolonger. Le coût politique de l'opposition augmente, tout comme celui de l'inaction. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian redéfinit le rapport au temps. La transformation n'est plus immédiate ni improvisée. Elle devient un processus suivi avec des partenaires, des objectifs et des mécanismes de contrôle. Ce déplacement crée une nouvelle attente dans la société. La question n'est plus de savoir si le changement est souhaitable, mais comment il sera gouverné. À partir de ce moment, le débat national se structure autour des modalités et non plus de la légitimité du principe. C'est là que le discours du 2 novembre cesse définitivement d'être un événement isolé pour devenir un pivot stratégique de l'action publique. Les effets des réformes se déclinent différemment selon les acteurs, révélant une transformation à plusieurs vitesses. Pour l'État, d'abord, l'enjeu principal réside dans la crédibilité. En liant le discours d'Ibrahim Traoré à des indicateurs mesurables, le gouvernement s'expose à une évaluation continue. Les avancées en matière d'éducation, de santé et d'emploi féminin deviennent des tests de gouvernance. Chaque progrès renforce la légitimité du pouvoir, tandis que chaque ralentissement alimente le doute. L'État ne peut plus se contenter d'annonces. Il doit produire des résultats visibles et durables, sous peine de voir la promesse initiale se retourner contre lui. Pour l'économie, les conséquences les sont plus immédiates. L'intégration de plus de 50 000 femmes dans les usines de transformation modifie la circulation des revenus dans les zones rurales. Ces salaires, souvent modestes mais réguliers, dynamisent les marchés locaux et stabilisent certaines familles face au choc économique. Les entreprises bénéficient d'une main-d'œuvre nouvelle, tandis que les collectivités observent une augmentation de la consommation de base. Toutefois, cette dynamique reste fragile. Elle dépend de la pérennité des infrastructures, de l'accès à l'énergie et de la capacité à maintenir des débouchés pour la production locale. Pour les femmes, l'impact est à la fois matériel et symbolique. L'accès accru à l'éducation secondaire ouvre des perspectives jusque-là limitées en retardant les mariages précoces et en élargissant le champ des possibles professionnels. La baisse de la mortalité maternelle améliore la sécurité physique et renforce la confiance envers les services publics. L'autonomie financière, même partielle, redéfinit les rapports de pouvoir au sein des foyers. Ces changements ne suppriment pas les violences ni les discriminations, mais ils créent des marges de manœuvre inédites pour les contester. Enfin, pour les communautés rurales, la transformation est ambivalente. D'un côté, les bénéfices concrets sont visibles, écoles plus accessibles, centres de santé fonctionnels, opportunités économiques nouvelles. De l'autre, ces évolutions bousculent des équilibres sociaux anciens. Certains leaders locaux perçoivent ces mutations comme une remise en cause de leur autorité traditionnelle. Les tensions émergent lorsque le rythme du changement dépasse la capacité d'adaptation collective. C'est dans cet espace que se joue l'acceptation ou le rejet des réformes. À ce stade, les conséquences ne dessinent pas une trajectoire unique, mais un paysage contrasté. L'action d'Ibrahim Traoré produit des effets tangibles mais inégaux qui obligent chaque acteur à se repositionner. La question centrale devient alors celle de l'arbitrage. Comment amplifier les bénéfices sans aggraver les fractures sociales existantes? À court terme, l'évolution des réformes engagées ouvre 3 trajectoires fermes plausibles, chacune dépendant de la vitesse d'exécution, de l'acceptation sociale et de la gestion des résistances. La trajectoire la plus probable
est celle d'une progression stable. Dans ce scénario, les politiques éducatives et sanitaires poursuivent leur déploiement sans rupture majeure. Les inscriptions des filles au secondaire continuent d'augmenter à un rythme soutenu, porté par l'ouverture progressive de nouvelles écoles et par des dispositifs d'aide ciblés aux familles rurales. Les centres de santé consolident leurs capacités, améliorant l'accès aux soins prénatals, tandis que l'économie rurale bénéficie d'une stabilisation des emplois féminins déjà créés. Les résistances existent toujours, mais elles sont contenues par un dialogue local et par la perception de bénéfices concrets. Une trajectoire plus ambitieuse repose sur un effet d'entraînement accéléré. Dans cette configuration, les réformes gagnent une légitimité régionale et attirent des partenariats renforcés. Les programmes éducatifs dépassent leurs objectifs initiaux, avec une amélioration notable du taux de rétention scolaire des filles. Les initiatives économiques se diversifient, permettant l'ouverture de nouvelles unités de transformation et la création d'emplois supplémentaires. Le système de santé voit ces indicateurs s'améliorer plus rapidement grâce à un maillage territorial plus dense. Dans ce scénario, le Burkina Faso commence à être perçu comme un laboratoire de transformation sociale dans le Sahel, ce qui renforce l'investissement et la confiance, mais accroît aussi les attentes envers l'État. La trajectoire la plus difficile correspond à un ralentissement marqué. Les résistances conservatrices s'intensifient, notamment dans certaines zones rurales, où les normes traditionnelles restent dominantes. Des familles hésitent à maintenir la scolarisation des filles, et les initiatives économiques peinent à s'ancrer durablement faute d'adhésion locale suffisante. Les tensions sociales deviennent plus visibles avec des oppositions publiques à certaines mesures. Dans ce cas, les réformes ne disparaissent pas, mais leur impact se fragmente et le débat national se polarise autour du coût social du changement. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions. Le point commun réside dans une exigence de méthode. La question centrale n'est pas seulement de choisir une direction, mais d'ajuster le rythme et les instruments pour éviter l'épuisement politique et social. À ce stade, l'enjeu pour le Burkina Faso consiste à transformer une dynamique naissante en trajectoire soutenable, en privilégiant l'adaptation continue plutôt que la précipitation. À mesure que les réformes avancent, leur impact se mesure moins dans les annonces que dans les trajectoires individuelles. Pour les jeunes filles, l'accès élargi à l'école secondaire modifie l'horizon du possible. Là où l'avenir se résumait souvent à un mariage précoce ou à un travail informel, la poursuite des études ouvre des perspectives nouvelles. Chaque année scolaire supplémentaire retarde les ruptures éducatives et renforce la capacité à faire des choix. Ce changement reste fragile, mais il introduit une temporalité différente dans la construction des parcours féminins. Pour les femmes adultes, l'accès à un emploi rémunéré transforme le quotidien. Les revenus issus des usines de transformation ne garantissent pas une sécurité totale, mais ils offrent une autonomie partielle. Cette autonomie modifie les équilibres au sein des foyers en réduisant la dépendance économique et en renforçant la capacité à négocier les décisions familiales. Dans certaines communautés, ce déplacement suscite des tensions, mais il crée aussi des formes de coopération nouvelles où l'apport économique féminin est reconnu comme un atout collectif. Les hommes, souvent absents des récits sur l'égalité, sont eux aussi concernés. Dans les zones rurales, la diversification des revenus familiaux peut réduire la pression économique qui pesait exclusivement sur eux. Certains y voient une opportunité de stabilisation, d'autres une remise en cause de rôles traditionnels. Cette ambivalence explique pourquoi l'adhésion masculine varie fortement selon les contextes locaux et le rythme du changement. Enfin, pour les familles dans leur ensemble, les effets se traduisent par une reconfiguration progressive des priorités. L'éducation, la santé et le travail des femmes cessent d'être perçus comme des exceptions pour devenir des éléments intégrés à la stratégie de survie et de progrès. Ces transformations n'effacent pas les inégalités ni les résistances, mais elles modifient la manière dont les individus se projettent dans l'avenir. À ce niveau, l'action d'Ibrahim Traoré ne se lit plus comme une politique abstraite, mais comme une série de micro-déplacements qui, cumulés, redessinent lentement
le tissu social. Pour que la dynamique engagée se consolide, une trajectoire claire et mesurable devient indispensable. La première étape consiste à étendre durablement l'accès à l'éducation secondaire, en priorité dans les zones rurales. Cela implique la construction ou la réouverture d'établissements, mais aussi le soutien direct aux familles par des bourses ciblées afin de réduire le coût d'opportunité de la scolarisation des filles. Sans cette base éducative, les autres leviers perdent rapidement en efficacité. La deuxième étape concerne la santé. Les centres ouverts après le discours doivent être pérennisés par un financement régulier, un approvisionnement constant et une formation continue des sages-femmes. Des évaluations périodiques permettent de mesurer l'évolution de la mortalité maternelle et d'identifier les zones encore insuffisamment couvertes. Cette approche transforme une annonce initiale en politique publique suivie, capable de produire des résultats dans la durée. Vient ensuite le pilier économique. L'élargissement des unités de transformation et la diversification des secteurs doivent donc s'accompagner de formations professionnelles adaptées afin que les femmes puissent accéder non seulement à l'emploi, mais aussi à des postes de responsabilité. Le soutien à l'entrepreneuriat local permet d'ancrer ces activités dans les territoires et de limiter la dépendance à des projets ponctuels. Un quatrième levier repose sur la gouvernance locale. La mise en place de comités communautaires mixtes crée des espaces de dialogue entre autorités, citoyens et société civile. Ces structures facilitent l'ajustement des réformes aux réalités culturelles et réduisent les risques de rejet frontal. Enfin, la formation progressive de femmes aux fonctions décisionnelles prépare la continuité politique. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré cherche moins une rupture spectaculaire qu'une transformation structurée, capable de survivre au temps et aux résistances. Le 2 novembre revient ici comme un point de repère. Ce jour-là, un discours a ouvert une brèche, mais c'est ce qui a suivi qui lui donne son poids historique. Les salles de classe rouvertes, les centres de santé fréquentés, les ateliers où travaillent désormais des femmes racontent une histoire plus large que celle d'une allocution présidentielle. Ils incarnent une promesse mise à l'épreuve du réel. En arrière-plan, la figure d'Ibrahim Traoré demeure associée à ce moment de bascule, non comme un héros isolé, mais comme l'initiateur d'un mouvement qui dépend désormais de milliers d'acteurs ordinaires. Le changement engagé n'a rien de linéaire. Il avance par à-coups, rencontre des résistances, puis se réinvente localement. Pourtant, une constante se dégage. La dignité humaine est devenue un langage commun, partagé dans des espaces où elle était absente. Cette réappropriation progressive transforme le sens même de la réforme. Elle ne se mesure plus seulement en chiffres, mais dans la capacité d'une société à se regarder autrement. Si ce processus se poursuit, le souvenir du 2 novembre ne sera pas celui d'un discours audacieux, mais celui d'un seuil franchi. Un moment où le Burkina Faso a accepté d'interroger ses fondations pour envisager un avenir plus inclusif. C'est dans cette mémoire en construction que se joue la portée durable de l'engagement pris ce jour-là. À l'issue de cette séquence, une évidence s'impose. La transformation engagée ne peut pas rester l'affaire d'un seul discours ni d'un seul dirigeant. Les réformes associées à Ibrahim Traoré ont ouvert un espace de débat et d'action, mais leur portée réelle dépend désormais de l'appropriation collective. Chaque école fréquentée, chaque centre de santé utilisé, chaque emploi créé prolonge ou affaiblit la dynamique enclenchée. Le changement ne se décrète plus uniquement depuis le sommet. Il se construit dans les choix quotidiens, parfois discrets, des citoyens et des communautés. Cette phase appelle moins une adhésion aveugle qu'une vigilance partagée. Observer, discuter, ajuster. Ces gestes comptent autant que les grandes annonces. Le Burkina Faso se trouve dans un moment où l'écoute mutuelle peut prévenir la polarisation et transformer la tension en apprentissage collectif. La question n'est donc pas seulement de savoir si les réformes réussiront, mais comment chacun contribue à leur orientation. Dans ce contexte, le débat reste ouvert. Comment accompagner le changement sans perdre l'équilibre social ? Quels compromis sont acceptables pour préserver la cohésion tout en avançant ? Et surtout, quelle place chaque acteur souhaite-t-il occuper dans cette transformation en cours ?